Salut à tous, donc aujourd'hui on va réagir à une vidéo sur le métabolisme cassé de Maëlys Lafrogne. Donc Maëlys a fait une vidéo sur les 4 conseils pour, on va dire, augmenter son métabolisme. Et j'ai préparé certaines références parce qu'on m'a demandé de répondre. J'ai trouvé que le format vidéo pouvait être sympathique pour répondre. J'ai préparé certaines références. Je vais stopper la vidéo à certains moments clés et examiner la cohérence des affirmations avec les preuves scientifiques sur le sujet. Disclaimer, je n'ai absolument rien personnellement contre Maïlis, je la trouve même sympathique et je trouve dommage d'ailleurs qu'elle ait fait cette vidéo que je considère comme de la désinformation, tout en sachant qu'elle a accès à ma formation et aux données scientifiques sur le sujet, ce qui signifie qu'elle a peut-être beaucoup de dissonance cognitive sur le sujet ou euh, qu'elle n'a peut-être pas examiné les données que j'ai fournies suffisamment, ou encore qu'elle ait des données plus pertinentes à fournir. Et c'est pour ça que je vais lui proposer, je vais lui montrer la vidéo en même temps qu'à vous, je vais lui envoyer la vidéo, et pour lui proposer un droit de réponse, bien entendu, et un débat sans problème. Voilà. Donc voilà, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui en France, le fléau du métabolisme cassé est de plus en plus répandu. Tous les jours, des milliers d'hommes et femmes se voient leur métabolisme partir en fumée à cause de régimes drastiques et d'envie de perdre du poids. Mais tu n'es pas seul, beaucoup de personnes sont en ton cas. Alors si tu as besoin d'aide, rejoins le groupe des métaboliques anonymes. Honnêtement, tous les jours, je dois recevoir un message qui me dit Maëlys, j'ai cassé mon métabolisme. Et d'où c'est possible de casser un métabolisme? C'est pas un vase de métabolisme, c'est impossible de casser un métabolisme. Tout métabolisme est adaptatif, il s'adapte à ton mode de vie, à ta situation et Correct. Il n'est pas possible d'endommager son métabolisme via définitivement via un déficit calorique, d'après ce que suggère la littérature scientifique. Et le métabolisme est adaptatif. Ce qu'elle dit là est correct. est variable dans le temps. Donc, avant toute chose, un métabolisme ne peut pas se casser. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter ton métabolisme très facilement. Mais avant toute chose, il faut vraiment que je te parle de quelque chose puisque le 8 mai, donc d'ici quelques jours, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, sort ma toute nouvelle formation sur le métabolisme qui va s'appeler Boost ton métabolisme. C'est une formation qui va te permettre de booster ton métabolisme et justement de voir les différents paramètres que l'on va aborder dans cette vidéo, mais beaucoup plus en profondeur évidemment. Dans cette formation, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir manger plus tout en perdant du gras, puisque c'est ton objectif actuel, c'est que tu veux pouvoir manger plus, mais tu as peur de prendre du gras. Si jamais la formation t'intéresse, Retenez bien ça. Manger plus en perdant du gras, en boostant son métabolisme. Retenez bien ça. je te mets un lien dans la description, c'est une liste d'attente qui te permettra d'avoir des bonus exclusifs, mais aussi du coup une réduction exclusive pour cette formation. Donc c'est uniquement pour les personnes qui sont très intéressées pour pouvoir perdre du poids et manger plus. Donc le lien est dans la description. Je t'invite directement à venir cliquer, à venir t'inscrire. C'est gratuit, ça ne coûte rien et au pire, ça ne t'engage en rien. Donc si actuellement tu recherches sans cesse sur Internet comment perdre du poids, comment manger plus sans perdre du poids, comment augmenter ton métabolisme, quels sont les aliments à favoriser pour la perte de poids, comment faire une recomposition corporelle ou bien comment perdre du poids lorsque l'on a des TCA, eh bien écoute-moi, t'es au bon endroit. Oh. Accessoirement, une personne qui a des TCA ne devrait pas chercher à perdre du poids intentionnellement. Cette vidéo, je vais tout expliquer aujourd'hui. Je vais même te donner 4 tips dans cette vidéo qui vont te permettre de pousser ton métabolisme et donc de pouvoir manger plus sans perdre du poids. Et disclaimer, c'est une méthode qui a fonctionné puisque je l'ai appliquée sur déjà plus de 200 personnes aujourd'hui. Donc c'est une méthode qui fonctionne et c'est une méthode que je vais t'inviter à venir. Le fait qu'une méthode est... Admettons un instant que cette affirmation soit 100% vraie et que la méthode a fonctionné sur 200 personnes ou plus, comment sait-elle que la variable qui a influencé le résultat est l'augmentation du taux métabolique de base? Parce qu'elle n'a pas mesuré par calorimétrie indirecte le taux métabolique de ces 200 personnes en comparaison à un groupe contrôle. Et pour ça, on a besoin de la science. Et bien sûr, admettons un instant, avec n'importe quelle méthode, on va prescrire une nouvelle méthode à une personne, elle va pouvoir y adhérer, diminuer son apport calorique, elle va avoir des résultats.
son métabolisme de base n'a absolument pas bougé. Donc, on peut avoir des résultats. Ça ne veut pas forcément dire que, même si l'affirmation est vraie, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à une augmentation du taux métabolique de base. Respecter petit à petit. Donc en général, quand je demande aux personnes qui m'envoient un message pour me dire Maëlys, j'ai cassé mon métabolisme, si je creuse un peu plus loin, ces personnes-là, en fait, tout simplement, elles ont fait un processus que je vais détailler juste ici et qui, je suis sûre, tu te retrouves vraiment forcément dedans. De base, ces personnes-là, elles veulent perdre du poids. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent tout doucement leurs calories. Elles arrivent à un palier, elles disent c'est bizarre, je perds plus de poids. Ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent davantage leurs calories. Elles se retrouvent encore sur un total calorique plus bas et ainsi de suite, jusqu'à un point de non-retour. Sauf que ce point de non-retour, c'est tout simplement le moment où elles sont perdues, elles n'arrivent pas à perdre plus de poids et du coup, elles sont bloquées. Incorrect. Ce qu'elle décrit là est les adaptations métaboliques ou thermogénèse adaptative qui sont réelles. C'est-à-dire que vous allez commencer un déficit calorique et vous allez perdre du poids. Admettons, vous perdez 5 kilos. On va dire même que vous allez perdre une part de muscle et de graisse. Votre taux métabolique de base va diminuer un petit peu parce que vous avez perdu un peu de tissu. Via les changements de composition corporelle, le taux métabolique de base va un peu diminuer. Et il va y avoir une part qui va au-delà, une part d'adaptation métabolique qui va au-delà de ce qui est prévu par les changements de composition corporelle, qui est liée à ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Mais il y a une limite jusqu'à laquelle le métabolisme peut diminuer par thermogénèse adaptative. Donc, on a des données, par exemple, ici, par Rosenbaum et Leibel, qui ont étudié de manière intensive le métabolisme. Ils ont examiné le taux métabolique de base des personnes après 10% de perte de poids et après 20% de perte de poids. Et ils ont constaté que à 10% de perte de poids, il y avait une diminution, une part de diminution du taux métabolique de base qui est liée à la thermogénèse adaptative, qui va au-delà de ce qui est prévu par les changements de composition corporelle, qui était d'environ 12%. 12% de diminution du taux métabolique de base. Mais quand ils ont mesuré à 20%, il n'y avait pas davantage d'adaptation métabolique liée, qui n'est pas liée au changement de composition corporelle. Parce qu'il y a une limite. Ce n'est pas je vais diminuer mon apport calorique et puis me maintenir même à 1000 ou 500 calories et trouver le remède à la famine dans le monde. C'est ridicule. Puis elles se disent je crève la dalle, je ne peux pas baisser plus mes calories, donc qu'est-ce que je dois faire? Et le souci, c'est qu'en général, ce moment-là, c'est le point où se déclenche les TCA, c'est-à-dire que sur une journée, pour X ou Y raison, elles vont tout déglinguer. Et donc les cookies, les brownies, les M&M's, le Nutella, tout ce qui est dans les placards, elles vont faire ce qu'on appelle un craving dans les placards et au final, le lendemain, c'est vraiment 2 kilos supplémentaires sur la balance. Sauf que quand tu y penses, c'est totalement débile parce que le lendemain, tu te retrouves avec 2 à 3 kilos supplémentaires, plus ou moins en fonction de ton poids de corps et en fonction de ce que tu as consommé la veille. Et là, le souci, c'est que ton sentiment de culpabilité, il est encore plus profond. Parce que là, tu commences à paniquer et tu te dis, bordel, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour me jeter sur la nourriture alors que j'ai envie de perdre du poids? Et du coup, tu as 2 options. Et ces 2 options, je suis sûre que tu t'es déjà posé la question, c'est soit tu te tues au cardio parce que tu te dis, il faut absolument que je régule toutes ces calories. Toi, au final, tu te dis, basta, je reprends mon alimentation habituelle et on s'en fiche, c'est une erreur. Donc ça, c'est les 2 situations dans lesquelles tu te retrouves. Moi, je vais te donner 2 solutions qui vont te permettre d'éviter ces 2 situations. Parce que tu l'as compris, c'est pas les meilleures méthodes pour progresser puisque là, tu te retrouves avec un métabolisme que tu vas ralentir au maximum et t'as bien noté, je l'ai pas dit casser parce que casser, c'est encore impossible, mais dis-toi bien que Ralentir au maximum, c'est incorrect comme on l'a vu, puisque il y a une limite jusqu'à laquelle le métabolisme peut diminuer par thermogénèse adaptative. le fait de craquer, c'est tout simplement un processus qui est normal. Donc moi, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir le remonter. Il faut bien que tu comprennes une chose déjà, c'est que si ton métabolisme est ralenti, ça dépend de 2 facteurs. Il y a les facteurs externes, donc qui comprennent tout ce qui est régime drastique, faire énormément de cardio, faire énormément de sport, etc. Donc tout ce qui est externe. Je rebondis par rapport au cardio, il n'y a rien qui suggère que le cardio, en tant qu'intervention, diminue le taux métabolique de base indépendamment
du déficit énergétique. C'est-à-dire que, oui, admettons, vous êtes à la maintenance calorique et que vous commencez à dépenser 400 calories via du cardio et que vous ne compensez pas via l'alimentation. Donc, vous avez un déficit de moins 400. Votre métabolisme va diminuer. Mais ce n'est pas différent. Rien ne suggère que c'est différent par rapport au fait de diminuer son apport calorique de moins 400. Donc oui, si le cardio contribue à un déficit énergétique, il peut diminuer le métabolisme, mais dans le contexte d'une maintenance calorique, rien ne suggère que l'entraînement en aérobie diminue le métabolisme. Et on y reviendra après sur ce point. Aussi, du coup, les facteurs internes, donc là, ça va être plutôt d'ordre hormonal, c'est-à-dire que tu as un souci hormonal. Ça peut être aussi le stress, le sommeil, sur lequel on va revenir juste après, donc reste bien connu. Donc, on démarre avec le premier conseil, et ce premier conseil, c'est tout simplement de faire du renforcement musculaire. Ça peut paraître tout bête, mais le muscle il consomme énormément de calories. Donc, au final, plus tu vas être musclé, plus tu vas brûler de calories à rien faire. Plutôt cool, non? Franchement, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Après, Ok, le muscle brûle énormément de calories. Combien? On a des données là-dessus. Donc, ils ont examiné le coût métabolique des différents tissus, dont le muscle squelettique. Et à combien on se retrouve pour le muscle squelettique? On se retrouve. Attends un instant. On se retrouve environ, donc vous avez ici, SM Skeletal Muscle, à environ 13 calories par kilo par jour. Donc, oui, si vous devenez Ronnie Coleman et que vous prenez 30 kilos de muscle, oui, ça va être cliniquement significatif. Dans le cas contraire, ça ne va pas contribuer énormément. Le muscle ne va pas contribuer. Une prise de muscle ne va pas contribuer énormément au taux métabolique de base. Le problème, c'est que quand les personnes voient que le taux métabolique de base augmente avec la masse maigre, c'est que la masse maigre, ce n'est pas que le muscle. Et par exemple, voyez, on voit que le cerveau ou le foie. Donc oui, si vous pouvez faire de l'hypertrophie du cerveau ou du foie, vous allez avoir par kilo ou du cœur entre 200 et 500 calories par kilo. Mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, le muscle, la prise de muscle en tant que telle ne va pas contribuer énormément. Maintenant, je dois mentionner qu'il y a une part d'augmentation du taux métabolique de base de l'exercice qui n'est pas lié, à l'augmentation de la masse musculaire. On a une revue systématique et méta-analyse qui a examiné l'effet de l'entraînement en résistance et en aérobie sur le taux métabolique de base. Et on voit que dans l'ensemble, donc ils ont stratifié aérobie en résistance. En moyenne, on a une augmentation entre 80 et 80 et 96, 81 et 96 calories par jour d'augmentation du taux métabolique de base. C'est statistiquement significatif pour l'entraînement en résistance uniquement, parce qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité dans les données, mais la direction de l'effet est la même. C'est vers l'augmentation du taux métabolique de base. Je suspecte que ce ne soit pas uniquement lié à une potentielle prise de muscle, mais qu'il y ait, admettons, vous êtes complètement sédentaire et que vous commencez à l'entraînement, que ce soit aérobie ou en résistance, il va y avoir une accélération de différents process, la dégradation des protéines musculaires, la synthèse des protéines musculaires. Ce que je suspecte serait la raison d'une augmentation du taux métabolique de base. Et ce serait pour l'entraînement en aérobie, l'entraînement en résistance. Et vous voyez que l'entraînement en résistance, rien ne suggère qu'il y ait une diminution du taux métabolique de base. L'entraînement en aérobie, pardon. Mais dans l'ensemble, ça reste modeste. Donc oui, vous allez avoir une petite augmentation du taux métabolique de base, et si vous prenez un petit peu de muscle, un petit peu plus, mais ça reste relativement modeste. Je dirais que
le principal est de pratiquer de l'exercice déjà. Et pas que pour l'augmentation des taux métaboliques de base, malgré que ce soit le sujet à la mode. Je ne dis pas de te ressembler à Schwarzy, parce que de une, c'est pas forcément ton objectif, et de deux, bah, t'as pas forcément envie d'être ultra musclé, d'être juste peut-être. Je dirais que si on veut vraiment augmenter son taux métabolique de base via en prenant du muscle dans une ampleur cliniquement significative, ce n'est pas Schwarzy qu'il faut devenir, c'est Ronnie Coleman. Envie d'être un petit peu plus musclé, mais je te demande simplement d'avoir un petit peu plus de muscle parce que c'est important pour pouvoir rouler plus de calories au repos. Et petit disclaimer, encore une fois, c'est pas parce que tu fais de la musculation que tu vas forcément devenir un homme. Je vais te montrer à l'écran deux exemples. Donc une nana qui fait juste du cardio ici et une nana qui fait de la musculation ici et tu vas... Comment c'est-elle que je pense, ça me semble tout à fait arbitraire déjà le fait que la fille de gauche fasse du cardio. La fille de droite, je pense qu'on peut suspecter parce qu'elle a une bonne masse musculaire, qu'elle pratique la musculation. On peut suspecter ça avec suffisamment de confiance. Je ne sais pas si la fille de gauche, donc je ne sais pas où elle a obtenu l'information que c'est quelqu'un qui pratique l'entraînement en aérobie, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est représentatif de la personne, le physique est représentatif forcément d'une personne qui pratique l'entraînement en aérobie. Le physique est totalement différent. Pourtant, la nana qui fait de la muscu juste ici, elle a absolument pas le physique d'un homme. Alors oui, si tu te dopes, tu vas ressembler à un homme parce que forcément, il y a des facteurs externes, testostérone, genre plein de composés. Je vais pas tout te redétailler parce que ça va être ultra complexe et que je vais te perdre. Mais dis-toi même que tu ne peux pas ressembler à un homme de manière naturelle. Tu n'as pas les hormones nécessaires. Donc si tu veux perdre du poids, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est muscle-toi, fais du renforcement musculaire parce que c'est ça qui va te permettre de brûler davantage de calories. Donc le cardio, c'est bien parce que c'est très ludique, ça te permet de te défouler sur le moment, ça te permet de brûler des calories aussi effectivement sur le moment T, mais pas sur du long terme puisque ça va être juste sur un moment T. Le cardio, si tu fais pas de cardio, tu vas pas perdre du poids alors que les muscles ils sont là tout au long de ta vie et du coup forcément tu vas pouvoir brûler tout au long de ta vie quand bien même tu es en train de dormir, etc. D'où l'importance de venir faire du renforcement musculaire. Deuxième conseil. Incorrect pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et ce n'est pas dichotomique, j'ai du muscle ou j'ai 0 g de muscle. Donc, il y a toujours une part de dépense qui est liée au muscle squelettique dans tous les cas. Fais attention à ta thyroïde. Pourquoi? Tout simplement parce que la thyroïde, c'est l'hormone qui régule le métabolisme. Donc la thyroïde, c'est une glande qui se situe à ce niveau-là et qui gère énormément de choses, donc le sommeil, le stress, l'appétit, enfin bref, une tonne de régulation. Je te mettrai même à l'écran un petit schéma pour que tu puisses comprendre un petit peu les relations entre cerveau et thyroïde juste ici. Si tu ne sais pas comment fonctionne ta thyroïde, je t'invite directement à venir faire des tests. Pour ces tests-là, évidemment, il faut venir doser plusieurs choses, donc notamment la TSH qui va être importante, mais n'est pas révélateur. Et je le précise, puisque les médecins ont tendance à faire uniquement la TSH. Or, la TSH peut être bonne dans le cas d'hypo ou d'hyperthyroïdisme, ce qui fait qu'il faut vraiment doser T3 et T4 à côté, et même les anticorps anti-T3, anti-T4, pour être sûr qu'il n'y a pas de prédisposition à de maladies génétiques ou de pathologies, tout simplement. Ok, peut-être que le fait que les médecins ne dosent que la TSH, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment fondé. D'après ce que j'ai pu constater, c'est plutôt la TSH et la T4 libre. Et il y a une raison pour ça. Et est-ce que l'hypothyroïdie va diminuer le taux métabolique de base? Oui. Est-ce qu'un traitement est nécessaire pour les personnes qui ont des pathologies thyroïdiennes? Oui. Est-ce que la T3, comme elle le suggère, est quelque chose qui est pertinent, qui est prédicteur du taux métabolique de base? Probablement pas. On a des données qui viennent un de mes professeurs de master, donc qui sont des données transversales, qui ont examiné, qui ont comparé le taux métabolique de base entre les personnes et qui ont tenté de trouver
les facteurs qui étaient corrélés avec une augmentation, qui était corrélé avec le taux métabolique de base. Donc, certaines personnes avaient un taux métabolique de base plus élevé, moins élevé. Quels étaient les facteurs qui influençaient le taux métabolique de base? Et on peut voir que environ 75% est lié à une petite partie à l'âge, mais majoritairement à la masse maigre, donc qui n'est pas que le muscle, et à la masse grasse, parce que la masse grasse va aussi contribuer un petit peu dans le taux métabolique de base. Donc le ratio masse grasse, masse maigre, en gros, va contribuer à la différence de taux métabolique de base. Et pour les 25-26% restants, la T3 n'était pas corrélée avec le taux métabolique de base. C'est-à-dire que ce n'est pas un facteur prédictif robuste du taux métabolique de base. Et c'est cohérent avec les guidelines d'endocrinologie. C'est cohérent. Donc, ils ont fait un point sur le sérum T3 qui a peu d'utilité pour l'hypothyroïdisme parce que les niveaux sont souvent normaux à cause de l'hyperstimulation. En gros, les niveaux sont assez bien régulés. Donc, même en tout cas d'hypothyroïdisme, ils restent relativement stables. Et ils peuvent aussi être bas, par contre, dans le cas de maladies sévères qui ne sont pas liées à des maladies de la thyroïde. Donc, ce n'est probablement pas un marqueur robuste de la fonction thyroïdienne. Et dans leurs guidelines, ils recommandent de ne pas mesurer la T3 dans le cerveau. Toute cette histoire de T3 et puis, oh non, mais les médecins ne font pas assez d'examens, vient de tout ce courant holistique. Et je pense que Maëlys a trop traîné dans tout ce courant, malheureusement. Et pour les anticorps, donc elle dit anticorps, anti-T3, anti-T3, anti-T4, ce n'est pas correct. Pour les maladies auto-immunes, c'est les anticorps anti-thyroïde peroxydase. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire un examen qu'on va faire de premier abord, parce que ce n'est pas nécessaire dans la plupart des cas. Si on veut faire des examens approfondis ou qu'on veut voir à quoi est liée l'hypothyroïdie, oui, le médecin va faire des analyses approfondies avec les anticorps, antiperoxydase, etc. Mais il n'y a pas de raison, a priori, de faire ces examens de premier abord. De la thyroïde, d'où l'importance de faire T3, T4, TSH et également du coup ça peut être dosage d'iode et dosage de cortisol sur lesquels on va revenir juste après. Donc une fois que tu auras fait ça, en dehors, pour ce dosage de cortisol qu'on peut entendre dans tout ce courant un petit peu fonctionnel holistique, je n'ai rien vu en tant que données robustes qui pouvaient me suggérer que c'était une analyse fiable pour d'éventuels problèmes thyroïdiens qui seraient pertinents dans le cadre d'éventuels problèmes thyroïdiens. En dehors de certaines pathologies comme la maladie de Cushing, bien entendu, oui, mais dans le cadre de peut-être cortisol chroniquement élevé, en dehors de pathologies graves, je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent. Mais elle peut valider ces données cette affirmation avec des données pertinentes. tu
saura un petit peu quelle est ta fonction thyroïdienne, savoir si ton métabolisme est impacté par ta thyroïde ou si c'est justement des facteurs externes. Une fois que tu sais ça, tu peux également venir prendre soin de ta thyroïde en la supplémentant avec ton alimentation. Tu as 3 grands types de nutriments que je peux te conseiller, évidemment en fonction et disclaimer de tes analyses sanguines, c'est très très important, puisque l'on ne se supplémente pas si on n'a pas les carences ou non au niveau de ton corps. Donc ça, C'est un bon point déjà, c'est qu'elle recommande de ne pas se supplémenter sans examen parce que certaines supplémentations comme l'iode peuvent être problématiques à un dosage, en cas de surdosage. Même le sélénium également. première chose à venir faire. Donc, le premier supplément que je peux te conseiller, c'est l'iode, puisque c'est ça qui va permettre de convertir T4, donc l'hormone inactive, en T3, l'hormone active de la thyroïde. L'iode, tu la retrouves dans tous les produits marins, et notamment dans les feuilles de nori. C'est un super aliment que je te conseille vraiment d'intégrer au quotidien. Moi, ce que je conseille, tu peux même te faire des sushis maison, c'est vraiment très très bien, tu vois. Pour les feuilles, les algues, je pense, c'est d'ailleurs mis dans les guidelines d'endocrinologie concernant la thyroïde, c'est que les apports en iode des algues sont assez inconsistants. Mais dans tous les cas, je peux dire oui, c'est bien d'avoir suffisamment d'iode. Maintenant, vous n'allez pas booster votre perte de poids à moins d'être très carencé en iode de base. C'est bon puisque tu as de l'iode avec le saumon ou la truite, les feuilles de nori, des glucides avec effectivement le riz, et du coup à l'intérieur un peu de fibres avec du concombre, des carottes, de ce que tu veux, et enfin des lipides avec de l'avocat si tu le veux. Donc les sushis, c'est ultra sain et ça permet de prendre soin de ta thyroïde. Les sushis pour booster le métabolisme, c'est le nouveau aliment clé. Deuxième complément à venir se supplémenter, c'est le sélénium. Donc le sélénium, tu le retrouves dans la viande, mais aussi également dans tout ce qui est noix du Brésil. Pour cela, je te conseille vraiment de venir ajouter 1 à 2 noix du Brésil tous les jours dans ton alimentation pour permettre d'avoir un petit peu plus de sélénium. Et enfin, du coup, je ne suis pas au courant d'une carence particulièrement, une prévalence de carence particulièrement importante en sélénium dans la population. Donc, je trouve qu'il y a une exagération sur ces histoires de ces 2 noix du Brésil, absolument. Ouais. Pourquoi pas pour les noix du Brésil? Encore une fois, les apports en sélénium sont assez inconsistants. Si vous voulez vous assurer de ne pas être en carence, faites un chronomètre. Je pense que il y a une trop grosse exagération sur cette histoire de 2 noix du Brésil par jour et sélénium. troisième supplément, ça va être le chrome qui va t'aider à mieux utiliser les taux de sucre dans le sang et donc à éviter les pics d'insuline. Et donc voilà les 3 compléments. Quel est le rapport entre le pic d'insuline et la thyroïde et le chrome? Je me rappelle avoir regardé la littérature scientifique sur le chrome il y a quelques années et ne pas avoir été particulièrement convaincu sur les diabétiques. Il y a potentiellement certains effets qui sont relativement modestes. Je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant chez les sujets qui n'est pas diabétique ou prédiabétique. Et je ne vois absolument pas le lien avec l'activité thyroïdienne et ça ne va probablement pas augmenter votre métabolisme. C'est comme si elle avait choisi 2 suppléments et qu'il fallait un 3e, donc elle a pioché le chrome. Complément que je te recommande à évidemment venir te supplémenter en fonction de tes analyses sanguines. Troisième conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de faire une reverse diet. Sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Ouais, la reverse diet, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Sauf que toi, tu te retrouves perdu, tu ne sais pas par où commencer, etc. Pour la reverse diet, elle a raison. C'est-à-dire, on entend, j'avais dit la reverse diet, les protocoles de relance métabolique, il y en a autant que les schtroumpfs. Parce que, en vérité, il n'y a pas de protocole evidence-based. Donc, chacun y met un petit peu à sa sauce. Probablement elle aussi.
Et il n'y a rien qui suggère, on va avoir un petit peu son explication, mais rien ne suggère que la reverse diet soit, euh, soit pertinente. L'objectif d'une reverse diet, tout simplement, c'est d'augmenter tes calories petit à petit, donc entre, on va dire, 3 à 10% globalement. Ça dépend de 3 à 10%. ce que tu fais. Par exemple, tu démarres à 1400 calories, il faut que tu fasses ces 1400 calories fois. Ok, donc 3 à 10% de 1400 calories, ça fait entre 3%, une quarantaine de calories. Donc, ok, si on est en déficit calorique et qu'on augmente de 3% les calories petit à petit, ça peut être particulièrement problématique parce que ça veut dire qu'on reste en déficit calorique alors que le but est de revenir à la maintenance. Parce qu'évidemment, si vous êtes réellement, à part pour une très grande minorité des personnes qui ont déjà un très faible poids, à 1400 calories, vous n'allez pas vous maintenir. Donc, vous êtes en déficit. Et ce serait particulièrement problématique si vous avez des difficultés de remonter uniquement de 3%. Mais on peut regarder un petit peu pour la reverse diet. Admettons, il y a deux contextes où c'est abordé. Donc, dans le cadre d'overfeeding, donc, par exemple, vous êtes à la maintenance calorique et vous décidez d'augmenter les calories. Et vous pourriez vous dire qu'il y a une part d'adaptation métabolique qui est liée à une certaine thermogénèse adaptative, mais dans l'autre sens. Mais malheureusement pas. Il n'y en a pas. Donc, l'augmentation du taux métabolique de base est exactement prédite par les changements de composition corporelle. Donc, vous gagnez, si vous augmentez vos calories, vous gagnez peut-être un petit peu de masse maigre, vous gagnez de la graisse, vous allez avoir une petite augmentation du taux métabolique de base et vous allez aussi avoir une petite augmentation du TEF parce que vous consommez plus de calories. Mais si vous n'augmentez pas votre dépense, ça ne va pas être suffisant pour compenser un surplus. Vous allez gagner aussi de la graisse. Donc, ici, vous pouvez voir que les résultats sont cohérents avec ce qu'on peut prédire par les changements de composition corporelle. Et il n'y a pas d'adaptation métabolique dans ce sens-là. Et si on prend, par exemple, vous pourriez vous dire, OK, je suis en déficit calorique, admettons, à 1200 calories, et puis je vais augmenter progressivement pour dissiper mes adaptations métaboliques. Mais ça ne fonctionne pas tant que vous ne serez pas en maintenance calorique. On a cet exemple de la célèbre étude du Minnesota où ils ont l'étude de semi-famine où ils ont réduit leur rapport calorique de 50%. Et après la période de famine, ils ont stratifié les personnes en, je pense, c'était 3 ou 4 groupes. C'était un refeed de 400, 800, 1200, 1600 calories. Et il n'y avait pas de. Les adaptations métaboliques n'étaient pas dissipées tant que les participants ne revenaient pas à la maintenance calorique. Donc, il n'y a vraiment pas de raison rationnelle si le métabolisme est l'objectif de faire une reverse diet. Aucune. Entre 3 et 10% pour avoir un nouveau total calorique. Une fois que ton total calorique là est donné, tu manges ces calories là et une fois que ton poids s'est stabilisé, tu réaugmentes. En fait, tu augmentes une fois que ton poids s'est stabilisé, c'est ça qui va te permettre de faire une reverse diet. Cette reverse diet,
elle va terminer et finie une fois que, généralement, et je le dis là entre guillemets, tu atteins plus un tiers au niveau de tes calories. Imaginons tu mangeais 1000 calories, l'objectif c'est d'être à 1250 calories. Donc l'objectif c'est juste d'avoir un tiers de plus au niveau de tes calories pour être sûr que ta reverse diet s'est fait et a été procédée de manière correcte. Dans cette période de reverse diet, il se peut que tu prennes 1 à 2 kilos supplémentaires. Mais ces kilos-là sont nécessaires et je le souligne vraiment nécessaires. D'autant que, imagine un petit peu la chose, si tu galères à perdre du poids ou du moins que tu n'arrives pas. Il n'y a pas si le but est la perte de poids, il n'y a pas vraiment de raison de prendre du poids. On peut revenir à la maintenance. Ça ne veut pas dire que si on prend du poids, attention, ça ne veut pas dire que c'est grave. Et ça peut arriver, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça peut faire partie du process, mais il n'y a pas de nécessité de prendre du poids. On peut prendre du poids aussi qui n'est pas lié à une prise de graisse. Donc on peut revenir à la maintenance calorique et prendre un petit peu de glycogène. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de nécessité en tant que tel de prendre du poids si le but est de revenir à la maintenance. Ce qui me fait un petit peu rire, c'est que dans son exemple, passer de 1000 calories à 1250, je doute qu'il y ait une prise de poids, ou du moins, je doute qu'il y ait une prise de graisse. C'est-à-dire que oui, le poids peut varier, mais je doute vraiment qu'il y ait une prise de graisse à 1250 calories. Plus à perdre du poids. Tu augmentes tes calories, tu construis de la masse musculaire et tu te retrouves avec un taux de masse musculaire plus important et donc forcément un métabolisme qui fonctionne mieux, ce qui fait que tu pourras perdre beaucoup plus facilement à, imaginons, 2000 calories qu'à 1500 calories, donc c'est tout bénéfique. Tu as plus de 1000, donc tu vas pouvoir brûler plus et donc au final, forcément, ta reverse diet va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc pendant cette période de reverse diet, il faut vraiment que tu arrêtes de te focaliser sur ton poids parce que c'est un poids qui va forcément bouger et qui ne sera pas révélateur de ton poids final. Donc dans cette période, il faut mettre ce côté de perte de poids de côté pour reconstruire la masse musculaire et pouvoir reperdre ensuite. C'est vraiment une étape qui va être transitoire, c'est pour ça qu'on appelle ça une reverse diet, puisqu'on va augmenter pour reperdre par la suite. Et le quatrième conseil que je peux te donner et sur lequel beaucoup de personnes font, ils n'y prêtent pas du tout attention, c'est le sommeil et le stress. Ces deux facteurs, mais tellement clés dans la perte de poids, dans la prise de masse musculaire, ces deux facteurs tellement importants. Évidemment, le sommeil, chacun a besoin de ce qu'il a besoin, mais dis-toi bien que ces deux facteurs qui sont tellement importants. Le sommeil, il y a certaines personnes qui vont dire j'ai besoin que de 4 heures de sommeil. Ok, si au bout de 4 heures tu arrives à être fonctionnel, très bien, mais de manière générale, 7 à 8 heures, c'est vraiment un minimum, ce que je te conseille d'avoir au quotidien. Et pareil, le stress, tout ce qui va être cortisol. Ok, on va traiter le sujet du sommeil. Je suis d'accord sur le point pour affirmer que le sommeil est très important dans une perte de graisse. Maintenant, est-ce que c'est important? Encore une fois, sur quelle variable le sommeil va influencer la perte de graisse? Et par exemple, on peut prendre sur les données sur le changement d'hormones thyroïdiennes. Ce qui est intéressant, c'est que la restriction de sommeil peut influencer ici, la restriction de sommeil a réduit la TSH et la T4, ce qui est assez intéressant, de manière modeste cependant. Ce qui est intéressant pour la TSH, on pourrait s'attendre plutôt l'inverse si la T4 diminue. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui est très connaisseur dans le domaine, comme le docteur Karl Nadolski, peut-être qu'il a plus de données sur le sujet. Mais de manière plus intéressante, on peut voir dans quelle mesure le sommeil impacte la dépense énergétique. Et ce qu'on voit généralement, c'est que le sommeil, donc là, vous avez un groupe avec, c'est 9 heures de sommeil et un groupe avec 5 heures. Et on voit que la dépense énergétique est un petit peu plus élevée pour la restriction de sommeil. À quoi c'est lié? À quelle composante de la dépense énergétique? On ne le sait pas. Peut-être que c'est simplement
lié au fait que les personnes étaient éveillées plus longtemps, donc elles ont fait plus d'activités. C'est possible, mais il n'en demeure que la dépense énergétique est plus élevée. Mais la restriction de sommeil, le principal problème est que ça va augmenter. Ce qu'on voit de manière constante dans la littérature, c'est que ça va augmenter l'apport calorique ad libitum. Donc là, on voit par exemple une augmentation de la dépense énergétique d'environ 100 cales et un petit peu plus pour l'augmentation de l'apport énergétique. Donc, c'est compensé par une augmentation de l'apport. Et on voit une petite prise de poids. Donc, c'est la moyenne sur 5 jours. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent sur 5 jours, mais dans tous les cas, c'est un effet qui est constant dans la littérature scientifique. Donc, que c'est la restriction, la problématique de la perte de poids dans le cadre de restriction de sommeil, c'est que l'appétit va augmenter, on va avoir une augmentation de l'apport calorique ad libitum, et donc ça va en contradiction avec l'idée booster son métabolisme pour manger plus. Parce que oui, là, on mange plus, on a même augmenté un petit peu la dépense énergétique sur 24 heures, mais ce n'est pas suffisant pour compenser le problème de restriction de sommeil. Donc oui, le sommeil est important, mais dans l'autre sens, pas lié à la dépense, probablement pas lié à la dépense, mais plutôt de ce qui va être lié aux apports énergétiques, principalement. Elle va être régulée par forcément la thyroïde. Donc, si trop de cortisol, et pas au final aussi également thyroïde, qui ne fonctionne pas bien, donc ces deux facteurs aussi également à venir prendre en compte, très très important. Pour le sommeil, petit tips. Encore une fois, pour le cortisol, je répète ce que je dis, mais j'attends de voir des données pertinentes qui montrent que les dosages de cortisol en dehors de pathologies comme Cushing soient pertinents dans le cadre de problèmes thyroïdiens. Je n'ai pas vu ça à ce stade en tout cas, mais elle peut valider ces affirmations. De malice, les bruits qui c'est tout bête, mais ça t'évite d'entendre les bruits externes et ça te permet de dormir dans un sommeil beaucoup plus profond. Idéalement aussi, du coup, une température agréable dans ta pièce, pas trop chaud, pas trop froid, et un noir les plus total, permettra d'avoir le sommeil le plus réparateur possible. Prends aussi peut-être à la rigueur un petit peu de mélatonine si tu as besoin. Je sais qu'en France, on peut l'avoir sur 1 mg. Au Canada, c'est 14 mg, c'est des ouf, mais au moins c'est 1 mg, c'est déjà très bien. Le GABA fonctionne très bien aussi également. Et pour tout ce qui est stress, donc tu as le CBD si tu veux. L'ashwagandha que tu peux trouver un petit peu partout, mais tu as aussi du coup les méthodes naturelles. Pour le GABA, je n'ai rien vu qui suggère qu'il soit efficace pour le sommeil parce que la supplémentation de GABA ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique de manière orale. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un complément pertinent. Avec la méditation, le fait de ne pas avoir d'écran avant d'aller dormir et du coup de pouvoir être moins stressé, tout simplement. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour te permettre de booster ton métabolisme au quotidien. Moi c'est Malice, je suis coach et ostéopathe, je m'occupe vraiment de toutes les personnes dans la relance métabolique. Je suis passionnée de métabolisme, je suis passionnée de nutrition et du coup, encore une fois, je te rappelle que je sors une nouvelle formation très très prochainement. Donc si tu veux pouvoir manger plus et perdre du gras, je t'invite à cliquer le lien dans la description pour pouvoir avoir accès à cette liste d'attente et justement recevoir toutes les news dont tu as besoin et tous les petits cadeaux que je t'ai réservés pour toi. Donc voilà, moi je te dis à très très vite, c'était Maëlys. Ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ma vidéo informative. Il n'y avait pas énormément de revendications qui étaient fondées sur des preuves. Voilà, comme je vous ai dit, je lui enverrai la vidéo pour lui proposer un droit de réponse. On peut même faire un débat si elle le souhaite. Voilà, n'hésitez pas de votre côté, si vous avez des questions, en message privé ou en commentaire. Voilà, à très bientôt.